Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, je suis PF pour LTLT Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Je reviens pour débriefer le match des Los Angeles Lakers. Défaite encore une fois 114-118 face aux Suns de Phoenix. Match très intéressant à bien des égards. Nous allons revenir sur ce match en détail. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Donc les Lakers ont perdu leur deuxième match dans cette pré-saison. Je vous l'ai dit, ce sont des matchs de préparation, ce sont des matchs anecdotiques au niveau du résultat, mais qui permettent d'avoir pas mal de renseignements. Alors, si on compare le premier et le deuxième match, on se rend compte qu'il y avait énormément d'énergie dans la dynamique de l'équipe lors du premier match, et on pouvait se demander légitimement, est-ce que cette énergie allait être la nouvelle identité de cette équipe? Puisque quand vous avez un roster avec votre joueur majeur qui approche la quarantaine et le deuxième joueur, peut-être l'élément le plus important au rebond, en défense et peut-être même en attaque, à savoir Anthony Davis, qui est trentenaire. Bien sûr, l'énergie était présente hier, non seulement était présente, mais je trouve qu'elle était encore plus accrue. On a vu pas mal d'éléments qui vont rentrer dans cette dynamique d'équipe, dans cette identité d'équipe. On a vu aussi beaucoup de rebonds pris, bien que on sait que cette équipe des Suns n'avait pas forcément un grand pivot, mangeur de ballon. Voilà, on sait que les Lakers, quand ils jouent face à des équipes qui n'ont pas un pivot dominant, ils risquent de gagner ces matchs-là. Donc, on connaît un petit peu l'identité de cette équipe. D'ailleurs, les Lakers, à la mi-temps, étaient largement en avance au niveau du rebond, mais aussi au niveau des points dans la raquette. Vous savez que c'était déjà l'identité de l'équipe des Lakers l'année passée. Et ça, c'est pas une question de coaching, c'est une question de personnel, c'est une question d'effectif. Donc forcément, c'est intéressant de voir que ces schémas-là se reproduisent dans cette nouvelle équipe malgré le changement d'entraîneur. Donc c'est très intéressant aussi. On a vu une défaillance au tir à 3 points, mais une tendance à prendre ces tirs à 3 points lorsqu'ils sont ouverts. Maintenant, nous allons voir le deuxième élément. Alors, le deuxième élément de cette soirée, c'était bien sûr cette rencontre, on va dire, historique entre le père et le fils sous les maillots des Lakers de Los Angeles, bien sûr, l'équipe qui écrit l'histoire. Et forcément, c'est une affaire historique qui s'est passée. Le fait qu'un père se retrouve sur le terrain à côté de son fils, et ça, c'est exceptionnel. Malgré le fait qu'en deuxième quart-temps, quand ce changement s'est fait, et que Bronny et LeBron se retrouvent sur le terrain, je ne sais pas si c'est une question de confusion, je ne sais pas si c'est une question de niveau, mais en tout cas, l'équipe s'est effondrée et les Suns sont revenus dans le match. Mais bon, de toute façon, historiquement, c'est exceptionnel ce qui s'est passé. Je pense qu'il ne faut pas banaliser ce qui s'est passé hier soir, même si la plupart des personnes peuvent se dire pourquoi on fait toute une histoire de cela. Après tout, Bronny James, si son père n'était pas LeBron James, il serait jamais aux Lakers. C'est vrai, bien que je pense qu'il faut nuancer tout ça, mais en tout cas, il a été drafté, il est dans l'équipe, il a un contrat et il a la possibilité de jouer avec son père, ce qui est exceptionnel pour lui d'arriver là, mais aussi pour son père de jouer aussi longtemps pour pouvoir être sur le même terrain que son fils. Moi, en tant que père, ça me ravit, mais vraiment. Le troisième élément que je voudrais signaler, c'est Jaxson Hayes. Alors, Jaxson Hayes, je l'ai trouvé très intéressant hier. Je l'ai trouvé aussi très problématique à la fois. Donc, vous pouvez trouver ça un peu paradoxal, mais au fond, c'est ça le problème avec Jaxson Hayes, c'est que je trouve qu'il a pas mal de potentiel. Je trouve qu'il a pas mal progressé déjà. Je trouve qu'au niveau tactique, il a progressé. Et je trouve qu'au niveau fondamentaux défensif, il n'a pas du tout progressé. Notamment les fautes qu'il fait. Il arrive à faire des trucs
en attaque, mais en défense, il faut qu'il évite d'aller faire des fautes sur un jump shooter, par exemple. Une série de fautes qu'il prend qui, à mon sens, vont vraiment plomber l'avenir de l'équipe des Lakers, l'avenir de l'équipe dans certains matchs où il n'y aura pas, par exemple, Christian Wood, où Eddie devra vraiment avoir une charge de jeu très élevée. Il faut qu'il y ait un pivot derrière qui puisse lui apporter un peu de répit, puisse lui permettre de passer sur le poste 4. D'ailleurs, hier, on a vu ce big line-up quand Eddie est passé sur le poste 4 et que Hayes est resté sur le poste 5. C'est intéressant de voir qu'à ce moment-là, l'équipe n'était pas beaucoup plus lente, l'équipe n'a pas perdu en spacing, l'équipe n'a pas perdu en rythme. C'est intéressant de tester ça. Bon, je pense que le coach est en train d'expérimenter un certain nombre de pistes et il faut voir ce qui marche et ce qui marche pas. Mais en tout cas, pour que tout ça marche, il faut que Hayes soit un peu plus intelligent, surtout en défense. Le quatrième élément, c'est LeBron James. Je reviens à lui. Je reviens à lui parce que je l'ai trouvé exceptionnel, en fait, hier. Je l'ai trouvé énergique, je l'ai trouvé affûté, je l'ai trouvé dominant, je l'ai trouvé frais, je l'ai trouvé en bonne santé. À un moment de la durée, il était tellement fort sur le terrain que tu te dis, mais est-ce qu'il va pouvoir tenir toute la saison comme ça? On sait que ce sera pas le cas parce que, bon, 40 ans, c'est 40 ans. Mais si ce mec-là arrive à rentrer dans les playoffs avec une telle énergie, les Lakers ont toutes leurs chances. Pour moi, il y a une scène qui est symptomatique de cette force de LeBron James, de cette espèce de puissance surréaliste. C'est qu'à un moment, il part en contre-attaque, il se retrouve devant Grayson Allen. Crossover, il monte au dunk, je me dis, comment de un, il arrive à dépasser Grayson Allen, qui est beaucoup plus jeune que lui, et comment il arrive à terminer par un dunk, mais vraiment monstrueux. Je pense qu'on ne réalise pas ce que ce gars fait. Je pense qu'on ne le respecte pas assez. Je pense qu'on est tous des bébés gâtés. On n'apprécie pas à sa juste valeur ce qu'on appelle le greatness qui est là devant nous. Mais c'est exceptionnel. Ce que ce gars fait sur un terrain, ça n'a pas de prix, en fait. Ça n'a pas de prix. Donc voilà, j'ai trouvé LeBron exceptionnel hier. J'espère qu'il va pas se blesser, mais en tout cas, affûté comme jamais. Dernier élément à analyser pour moi, même si je pense qu'on pourrait analyser la performance de Connect, on pourrait revoir ce que a fait, par exemple, Max Christie, la rentrée de Cam Reddish. On pourrait aussi se rendre compte, par exemple, que GHS n'a pas eu beaucoup de temps de jeu. Donc, tous ces éléments-là, on pourrait les analyser et trouver un sens à tout ça. Mais je préfère quand même rester sur Anthony Davis. Pourquoi? Parce qu'en fait, hier, il m'a montré encore une fois que il va être la pierre angulaire de cette équipe des Lakers parce que il va être l'élément défensif et au rebond qui va donner une forme de crédibilité aux Lakers. Sans lui, les Lakers vont baisser au niveau de leur résistance au rebond et ils ne feront pas long feu. Donc c'est pour ça que je pense que ce roster est mal conçu, ce roster est incomplet parce que ça va demander encore une fois que Davis soit là à presque tous les matchs pour que les Lakers aient une chance de pouvoir se qualifier pour les playoffs. Parce qu'on l'a vu contrôler le rebond, on l'a vu contrôler la raquette, on l'a vu être là comme élément de dissuasion, on l'a vu aussi en attaque faire des choses, être un petit peu le détonateur de cette attaque, lui donner beaucoup de rôle. Et alors, il y a un élément que je voudrais signaler. Évidemment, j'ai toute une saison pour avoir raison ou pour avoir tort, mais je pense que j'aurais raison. Je pense que j'aurais raison de dire que cette année, les phases de jeu où Anthony Davis disparaît, notamment en fin de match, n'arriveront pas. Pourquoi? Parce qu'il devient un élément, en fait, il n'est pas traité dans ce système de JJ Redick comme un joueur de rôle. C'est-à-dire qu'il prend des rebonds, qu'il fait ça, qu'il place des écrans. Non, il est vraiment un élément à part entière du système offensif des Lakers. Donc, ça veut dire que dans les phases de jeu, systématiquement, il va toucher la balle. Et ça veut dire qu'il va rester engagé, ça veut dire qu'il va rester motivé, ça veut dire qu'il va rester dans le rythme,
Et ça va rendre les Lakers très dangereux. Voilà, ça est terminé pour cette émission consacrée à ce débrief de ce match qui va rester dans les annales malgré le peu d'importance puisque c'est un match de pré-saison. Prochain match des Lakers, ce sera face aux Bucks de Milwaukee de Giannis. C'est un match, si je ne dis pas de bêtises, qui se jouera dans la nuit du mardi au mercredi. Nous reviendrons bien sûr pour analyser ce troisième match dans le système JJ Redick. Vous voyez qu'il y a plein d'éléments intéressants. Ce nouveau coach peut éventuellement apporter des solutions à cette franchise. À très bientôt pour une nouvelle émission consacrée à cette franchise mythique. À très bientôt. Ciao.